Bon après-midi. Je souhaite remercier le groupe Acolab pour l'invitation et aussi donc ma collègue Stéphanie Belloc avec qui je collabore depuis plus de 12 ans. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé de dire pour l'investigation du sperme, est-ce qu'on peut mieux faire? Ça, moi je ne sais pas, mais je me pose la question, est-ce qu'on fait toujours si bien, hein? Alors je vais essayer d'argumenter un petit peu les choses pour que je pense aujourd'hui, en 2018, on ne fait pas si bien dans le cadre de l'investigation de l'infertilité du couple et surtout dans des échecs à répétition où on est un petit peu démuni pour la stratégie de prise en charge. Alors aujourd'hui, 80% des laboratoires de spermiologie, alors à mon avis, il est temps d'arrêter de parler de laboratoire de spermiologie. Je pense qu'il faut parler aujourd'hui de l'andrologie et faire marche arrière parce que l'ICSI a complètement tué l'andrologie et il est temps de revenir un petit peu à la source. Alors 80% des laboratoires, et quand les laboratoires déjà sont assez compétents ou assez équipés, donc on va respecter les recommandations de l'OMS et on va regarder uniquement et on va juger le potentiel de fertilité d'un homme sur des critères complètement descriptifs. C'est qu'on va demander à un homme de s'abstenir 2 jours et il va nous donner son éjaculat et on va regarder le volume, l'aspect, le pH, le nombre, la vitalité et un peu de cytologie. Et de toute façon, on en souffre actuellement dans nos laboratoires d'andrologie dans le cadre de l'accréditation parce que, à mon avis, on va avoir beaucoup de difficultés de qualifier ou d'accréditer tous ces paramètres en respectant les recommandations donc, de l'OMS. Donc aujourd'hui, 80% des laboratoires vont juger le potentiel de fertilité d'un homme, c'est-à-dire le niveau de maturation et de compétence d'un spermatozoïde, sur uniquement des critères donc cytologiques et morphologiques. Et a priori, avec ces techniques-là, on est incapable de diagnostiquer donc des anomalies du génome et de l'épigénome, de regarder aussi le potentiel et la compétence d'un spermatozoïde d'aller féconder et activer un ovocyte, c'est-à-dire aller déclencher les canaux calciques et aider l'ovocyte à se réveiller définitivement en libérant lui-même sa réserve donc calcique. Et aussi, peut-être, on ne comprend pas assez, en se basant sur ces analyses de base, sur la pathophysiologie donc, du potentiel de fertilité d'un spermatozoïde. Donc, le spermogramme et le spermocytogramme ne va pas explorer, là c'est une diapositive de Stéphanie Belloc, donc ne va pas investiguer donc, le potentiel d'un spermatozoïde de féconder et d'activer un ovocyte et sur la contribution du spermatozoïde sur le développement embryonnaire, en sachant que le spermatozoïde, son premier rôle, c'est d'activer l'ovocyte, de venir avec un minimum d'ARN messager pour aider l'ovocyte à prendre en charge l'embryon jusqu'au 3e jour, et le génome du spermatozoïde ne va s'exprimer que le 3e jour. Donc si on veut être réaliste, le génome du spermatozoïde, il était plutôt derrière nous. C'est qu'il faut aller explorer, je dis, la maturation du spermatozoïde, sa capacité d'activer un ovocyte en regardant le PLC-zeta d'abord, et son réserve d'ARN messager, parce que c'est lui qui intervient en premier, pas le génome du spermatozoïde. Donc aujourd'hui, alors je peux parler aujourd'hui qu'il faut qu'on introduise la biologie moléculaire dans le laboratoire d'andrologie. En tout cas, au moins, on a des outils aujourd'hui pour regarder les dégâts du génome du spermatozoïde, tels que les anomalies de nombre du spermatozoïde, l'intégrité de l'ADN spermatique et surtout la décondensation de sa chromatine, parce que malheureusement, si vous avez un spermatozoïde qui va avoir une chromatine décondensée, obligatoirement, en plus de l'activité mitochondriale, c'est-à-dire avec un dysfonctionnement énergétique au niveau du spermatozoïde, on va donc produire des radicaux libres, on va se trouver avec une chromatine décondensée, et là, on va altérer d'une manière extrêmement significative l'ARN messager du spermatozoïde. Alors, je vais vous montrer d'autres travaux aussi qu'on est en train de développer en collaboration avec plusieurs personnes, et parmi ces personnes-là, Stéphanie Belloc, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de regarder le profil d'expression, le transcriptome du spermatozoïde ou son profil de méthylation, l'histoire de la PLC-zeta dans les normospermes infertiles, parce que vous pouvez avoir un sperme qui est étiqueté comme normal, mais si malheureusement le transcrit de la PLC-zeta ou la conservation de la protéine PLC-zeta est altérée, ce sperme ne va pas activer et ne va pas réveiller correctement l'ovocyte. Et je vous parlerai donc des derniers travaux qui sont en cours de développement, mais je donnerai que quelques résultats
qui sont soumis à publication, c'est-à-dire l'histoire de l'ADN libre circulant et le potentiel de fertilité du spermatozoïde et sa maturation et sa compétence. Alors, il faut faire très attention, c'est pour ça qu'il faut revenir à l'andrologie, parce qu'il faut qu'on arrête de dire de l'anomalie du sperme, c'est qu'il faut qu'on parle de la spermatogenèse abortive en général, parce que si l'homme il est doté des cellules souches de départ, c'est-à-dire les spermatogonies, on va avoir après une cascade d'anomalies qui peuvent être causées pendant la méiose spermatique, et là on va se trouver devant des anomalies d'aneuploïdie, des anomalies de structure au niveau du gamète haploïde, que ce soit un spermatozoïde X ou Y, mais il peut y avoir aussi des anomalies, je dis, monogéniques, parce que la majorité des maladies monogéniques de nouveau apparaissent durant la gamétogenèse, telles que l'X fragile, l'anomalie du chromosome Y, ou d'autres maladies telles que le syndrome de Kalm. Après, on va se trouver en face de la phase de maturation, c'est-à-dire quand on va transformer la spermatide ronde en spermatozoïde, en tout cas au moins sur le plan morphologique, c'est-à-dire un spermatozoïde avec une tête, une pièce intermédiaire et un flagelle. Mais là, elle va avoir donc les anomalies de la spermiogenèse, la transformation, parce que là, elle va avoir ce qu'on appelle cette méthylation différentielle. La spermiogenèse, elle est essentiellement contrôlée par cette méthylation différentielle du génome de la spermatide. Il ne faut pas que cette méthylation en arrive ni trop tôt ni trop tard, parce qu'on va commencer à verrouiller donc l'expression donc des gènes, et on va garder uniquement les gènes qui vont être responsables de la maturation, de la transformation de la spermatide en spermatozoïde. Donc on va se trouver en face d'un problème d'apoptose, un problème de nécrose et un problème aussi de maintien de l'activité de la télomérase qui va veiller sur la stabilité du génome du spermatide et jusqu'au spermatozoïde. Et là, il peut y avoir donc une multitude de dégâts du génome et de l'épigénome du spermatozoïde. Et si vous avez l'épigénome de la spermatide est altéré, obligatoirement, vous aurez un profil protéique complètement perturbé du spermatozoïde. Donc, il faut, à mon avis, revoir le problème de nouveau. C'est qu'il faut commencer par regarder le statut épigénétique et protéomique du spermatozoïde, surtout dans des cas bien spécifiques, avant d'aller regarder, je dis, est-ce qu'il est X ou Y, ou est-ce qu'il est mobile ou immobile. Alors, ça, c'est un travail qui a été réalisé il y a quelques années à l'hôpital Antoine Beckler, quand je travaillais à Clamart. C'est une étude qu'on a conduite avec Nelly Friedman et Gérard Tadjian. Déjà, quand vous regardez une anomalie de la méiose, et vous allez vous trouver avec un normosperme sur les critères de l'OMS, mais s'il y a un problème d'aneuploïdie, si vous allez utiliser... Alors, attention, parce que le contenu chromosomique d'un spermatozoïde n'altère pas son pouvoir fécondant. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un chromosome qui a une anomalie de nombre ou une anomalie de structure, une ou plusieurs. Généralement, le pouvoir fécondant du spermatozoïde ne va pas être alterné. C'est pour ça que je vais vous démontrer, peut-être pour certaines indications chez l'homme, on va poser l'indication du diagnostic génétique préimplantatoire, en tout cas au moins pour les anomalies de nombre au niveau de l'embryon conçu. Et là, vous regardez donc cette étude d'Antoine Beckler, quand vous utilisez des spermatozoïdes qui ont une aneuploïdie normale, vous avez donc un taux d'implantation autour de 15%, mais bien sûr, ça, c'est des cas qui sont venus nous voir après des échecs multiples, où on a pris la décision de faire la fiche sur sperme. Et avec un niveau d'avortement autour de 55%. Par contre, chez les hommes qui ont une aneuploïdie anormale, on n'est qu'à 10% d'implantation et 80% d'avortement. Et là, on pose réellement l'indication d'un diagnostic génétique préimplantatoire pour cause masculine. Donc là, on a confirmé ces travaux en 2015 avec un de mes étudiants qui a fait sa thèse avec moi. Et là, on a démontré, on est allé chercher quel est l'impact d'une anomalie de l'aneuploïdie du spermatozoïde sur le potentiel de développement et le statut chromosomique embryonnaire à J3. Malheureusement, là, j'ai pu le faire parce que c'est une thèse qui était faite au Maroc et on a eu l'autorisation de faire cette étude. Et là, clairement, on a démontré que la contribution paternelle, elle est extrêmement significative sur la genèse de l'embryon anormal au 3e jour et éventuellement, on peut poser, je dis, l'indication d'aller faire un diagnostic génétique préimplantatoire pour l'aneuploïdie si on a des spermatozoïdes avec une méiose complètement déséquilibrée. Le débat, c'est est-ce qu'on continue à regarder la fragmentation de l'ADN ou pas? Donc, a priori,
toutes les études ont démontré, en tout cas au moins les dernières, entre 2015 et 2016, avec les travaux d'Estève, d'Armonzini et de Raja et Papuchou, ont démontré que pratiquement chez les hommes qu'on va investiguer pour une insémination intra-utérine, ce sont des spermes éligibles pour l'insémination intra-utérine, chez un patient sur 5, on a une fragmentation de l'ADN qui est supérieure à 30%. Ça, je parle de la fragmentation de l'ADN, je ne parle pas de la décondensation de la chromatine, mais nous, le développement de la décondensation de la chromatine qu'on a mis en place il y a quelques années avec Stéphanie Belloc, c'est suite à des remarques venant de T.D. Amar pour dire, voilà, qu'est-ce qui se passe chez ces hommes-là pour lesquels ils sont des normospermes, mais les résultats de l'insémination intra-utérine qui ne sont pas mauvaises. Et quand on a regardé la décondensation de la chromatine chez les patients de T.D. Amar, on a trouvé qu'il y a beaucoup de patients qui ont plus de 35% de décondensation de la chromatine, et même malheureusement, s'ils déclarent des grossesses, on a un taux d'avortement très élevé. Alors, je vais résumer un petit peu, je dis entre parenthèses, ma collaboration avec Stéphanie Belloc pendant plus de 12 ans. Donc, on a au moins 6 publications qui démontrent qu'il y a une relation entre les paramètres de sperme et le niveau de fragmentation de l'ADN et de la décondensation de la chromatine, en sachant qu'il faut faire très attention, la fragmentation de l'ADN et la décondensation de la chromatine sont deux phénomènes complètement différents. Mais par contre, est-ce qu'on va les demander tous les deux, ou l'un après l'autre, ou on commence par la frag et après le SDI, ou on commence par le SDI et la fragmentation? Je pense que le rôle d'un biologiste, c'est d'aider le clinicien à avoir le maximum d'informations pour prendre la décision médicale la moins mauvaise. En aide médicale à la procréation, on ne peut pas dire « j'ai pris la meilleure décision de prise en charge ». C'est le rôle du biologiste, c'est de dialoguer avec le clinicien et en fonction de l'historique, donc de la tentative ou du couple, on va donc déclencher un algorithme de prise en charge. Alors, quelles sont les contributions des dégâts du génome du spermatozoïde sur la fécondation et le développement embryonnaire? Donc là, il y a un travail qui a été publié en 2013 par l'équipe de Barbara Bruegel qui a démontré que quand vous avez un sperme qui a des dégâts du génome, on va altérer surtout donc, le taux de fécondation, la qualité embryonnaire le 3e jour et le niveau de blastocystes. Alors là, nous, avec encore un étudiant en thèse, début d'année, c'est le premier papier qui a été publié dans la littérature qui démontre clairement qu'il y a un effet paternel à partir de l'âge de 40 ans. Mais la contribution paternelle dans la genèse de l'embryon anormal à partir de 40 ans, la contribution paternelle, elle n'est pas essentiellement chromosomique, mais elle est essentiellement épigénétique. Donc c'est un papier, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est le premier papier qui démontre à partir de 40 ans la contribution paternelle et l'épigénétique, et le statut épigénétique du spermatozoïde va altérer le taux de fécondation, le taux de clivage précoce, le taux de blastulation, et il va augmenter aussi le nombre de cycles qu'on va annuler parce qu'on n'a pas de blasto, et qui va affecter le taux d'implantation, le taux de grossesse clinique et le taux d'avortement. Alors, maintenant, si on regarde ce que s'est passé ce qui se passe au niveau de la décondensation de la chromatine, donc là, le travail donc, de l'équipe de Clamart avec Nelly Friedman en 2008 a démontré que la décondensation de la chromatine, le jour de la tentative, va altérer le résultat. Ça, c'est un travail quand même très intéressant, parce que ce qu'on a fait avec Nelly Friedman, c'est le jour de la tentative de FIV ou d'UXI, on est allé regarder le taux de fragmentation et la dénaturation de la chromatine. Et ce travail-là a été confirmé aussi avant par Boughnoum, en sachant que soit en FIV, soit en ICSI, le taux de décondensation de la chromatine va altérer donc les chances de succès ou en tout cas les résultats du laboratoire concernant la qualité de l'embryon. Et on constate ici qu'à partir de 30% de décondensation de la chromatine, donc ce n'est pas bon. Alors, si on va regarder le transcriptome, donc là, c'est les travaux de la thèse de Déby Mongeant, elle est biologiste aujourd'hui avec Pierre Boyer à l'hôpital Saint-Joseph. Qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'est-ce qui se passe dans les oligo-azotératospermiques? Leur statut, l'épigénome de ces spermatozoïdes, il est complètement altéré. Et regardez ce qui est intéressant,
chez les oligoazospermies, on a constaté que l'épigénome donc, de ces patients-là, on a une méthylation différentielle complètement décalée concernant des gènes qui sont impliqués dans l'empreinte parentale, sur des gènes qui sont impliqués dans la spermatogenèse et éventuellement des gènes qui jouent un rôle dans le process de cancer testiculaire. Et ces travaux ont démontré qu'il y a une relation entre le nombre de spermatozoïdes, le statut de méthylation et la mobilité aussi. Ça, c'est un autre papier qui a démontré qu'il y a une relation entre la méthylation de l'ADN, la fragmentation et la décondensation du spermatozoïde. Donc, la méthylation de l'ADN spermatique est à considérer aujourd'hui dans les laboratoires d'andrologie. Et c'est un papier qu'on a publié avec Guy Cassoton en 2016, et peut-être c'est la seule indication, à mon avis, pour l'EMSI, parce que quand on est allé regarder les scores 0 et les scores 6 donc du score de Cassoton, on a constaté que les spermatozoïdes score 0, c'est-à-dire que les plus moches entre eux, les plus mauvais, par rapport au score 6 qui sont éligibles pour une micro-injection, c'est que le niveau de méthylation de l'ADN de ces spermatozoïdes il est complètement différent. Actuellement, donc, on est en train de faire une étude sur les normospermes infertiles. On est allé regarder donc, le profil d'expression de la PLC-zeta. Et vous regardez chez les donneurs de sécos, qui sont aux sécos de Picardie, par rapport aux spermes de FIV et spermes d'Uxi, que le niveau d'expression de la protéine PLC-zeta il est complètement différent et qu'il est décalé. Donc, pour certains patients aujourd'hui, il me semble légitime d'aller regarder le profil d'expression de la PLC-zeta. Et à partir de ça, on peut faire une activation ovocytaire avec le calcium ionophore. Et je sais, à ma connaissance, je suis en contact avec l'équipe anglaise, probablement il va y avoir une protéine PLC-zeta chaperon qu'on peut utiliser. On va faire l'EXI directement avec une protéine PLC-zeta. Et en tout cas, au moins chez la souris, quand on a fait l'injection de la PLC-zeta, on a trouvé un niveau normal d'activation ovocytaire. Donc là, c'est un travail en cours. Là, on est en train de regarder donc, le niveau de l'ADN libre circulant, le stress oxydatif et le dysfonctionnement mitochondrial. Et donc là, les résultats préliminaires donc, de Pierre Di Piezzo, qui est interne chez moi, maintenant il est praticien hospitalier à Rouen, on a constaté qu'il y a une relation entre le niveau de l'ADN libre circulant et les paramètres du sperme. Quand on a regardé les témoins, les donneurs de sperme, par rapport aux patients, chez les azospermiques par rapport aux témoins de sécos, et les tératospermies et témoins. Donc, a priori, aujourd'hui, en faisant une PCR quantitative pour aller quantifier l'ADN libre circulant au niveau périphérique, on peut avoir une idée sur le statut probablement épigénétique du spermatozoïde. Actuellement, c'est une étude qui est en cours. Donc, comme je dis, il faut faire marche arrière, il faut revenir à l'andrologie, il faut faire de la biochimie du sperme, parce que le plasma séminal va jouer un rôle très important déjà sur la préparation de l'endomètre pour l'implantation. Le plasma séminal, s'il n'est pas bon, il va altérer le contenu épigénétique et protéomique du spermatozoïde. Et là, actuellement, on a une étude en cours donc avec Stéphanie Belloc et d'autres équipes. C'est une étude multicentrique. On est en train de regarder quelle est la capacité du sperme de réduire son propre stress oxydant en sachant que tout est énergie. Et si le spermatozoïde va subir un déséquilibre énergétique via un dysfonctionnement mitochondrial, on va altérer le statut génétique et épigénétique du spermatozoïde. Donc je pense qu'il est temps de revoir un petit peu notre stratégie d'investigation du spermatozoïde et il faut arrêter d'envoyer aux cliniciens uniquement un spermogramme et un spermocytogramme en respectant les recommandations de l'OMS. Il est temps d'aller investiguer le génome, l'épigénome et les protéomes du spermatozoïde et on a des techniques qui sont simples à notre disposition dans nos laboratoires. Je souhaite vous remercier. Nous allons donc prendre des questions pour les deux topos. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question provocante pour Dr Nizar. Est-ce que pour respecter l'égalité homme-femme, il faudrait donc mettre une limite d'âge pour tout ce qui est AMP pour les hommes aussi? La limite, elle arrive, puisqu'on nous parle de 60 ans pour l'homme. Enfin, en tout cas, il y a des mon avis à moi. Non, mais en fait... Pour rester vivant jusqu'au jour de l'implantation, quoi.
Mais le laboratoire n'accepte pas, bien sûr, le prélèvement de d'ovocytes au-delà de 44 ans, je crois, ou 43 même. Et même la Sécu n'accepte pas. Mais alors, est-ce qu'un homme de 60 ans qui se présente avec un sperme quel qu'il soit, est-ce que le laboratoire un jour va lui dire non, monsieur, vous avez dépassé l'âge? Non, le laboratoire ne va pas dire ça, mais on a, il y a 3 ans, il y a eu un congrès à l'AFU pour les urologues, et on dit à nos amis urologues que quand un homme a plus de 45 ans et qui vient voir un urologue pour une pathologie, il faut vraiment le questionner sur ses projets de vie future. Il y a des hommes qui se font enlever la prostate en cellule robot et qui, 2 ans après, rappellent aux praticiens urologues que leur femme a 34 ans. Donc ces gens-là, il fallait quand même évoquer avec eux. Il ne faut pas demander à un petit vieux qui se fait enlever la prostate et qui répond à un questionnaire de sexologie, savoir s'il est adepte de la sodomie. Ce n'est pas la question. La question, c'est de dire que quand un homme aujourd'hui peut être en âge de procréer, il faut se renseigner sur la situation de son couple. Là, j'ai eu l'histoire d'un patient qui est allé en affaires juridiques. La révision de la loi de bioéthique, c'est juste le sujet d'après. Oui, mais c'est pour dire que j'ai un patient, moi, par exemple, qui a été réséqué en cours de grossesse pour un gros adénome obstructif. Bah, ils oubliaient que sa femme voulait d'autres enfants. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Il faut que les urologues s'intéressent à l'andrologie. Monsef vous a parlé de l'andrologie biologique. Il faut que l'andrologie soit intéressante pour les urologues. Or, la loi va changer tout puisque le DESC est supprimé et que les jeunes urologues me disent qu'ils vont faire des FST d'andrologie pour être des vrais andrologues et ils se contenteront de la VAE pour devenir des oncologues malgré eux. Voilà, donc c'est gagné. La loi va changer. C'est une excellente transition pour le sujet d'après. Une question pour Monsef aussi. Est-ce qu'on peut intervenir justement sur ces paramètres, puisque maintenant on va peut-être nous donner des résultats, non pas les résultats habituels classiques, spermatogenèse, spermogramme, spermatocytogramme. Une fois qu'on a reçu les résultats sur la méthylation, sur la fragmentation, la déconcentration, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, je pense, avec la nouvelle méthode qu'on est en train d'essayer pour aller regarder le potentiel de réduction, d'oxydation du sperme. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des cliniciens, dès qu'on a un couple, on va donner des antioxydants. Donc, justement, c'est qu'il ne faut pas donner des antioxydants à tout le monde parce que vous avez des patients, même s'ils ont des spermes altérés ou normaux, mais ils n'ont pas besoin d'antioxydants. Si vous donnez des antioxydants à tout le monde, vous risquez d'avoir l'effet non désiré. Pour l'histoire qu'on a une méthylation réduite ou augmentée, là, aujourd'hui, on peut donner aussi des antioxydants et il y a des molécules qui existent avec des réducteurs ou des donneurs de méthyle. Donc là, on peut corriger. Oui, c'est... Moi, je pense donner à tout le monde des antioxydants. Non, je ne pense pas, parce que vous risquez d'aggraver la situation. De toute façon, l'anomalie chromosomique, vous n'allez pas la réduire, malheureusement. Donc peut-être si on a des anomalies chromosomiques spermatiques, là, peut-être c'était une indication de PJS. Par contre, quand on a une fragmentation, une dénaturation, là, on peut la corriger. Mais faites attention, on ne corrigera jamais 100% des gens. On sait qu'il y a l'effet du tabac, de la cigarette, de la chaleur. Et l'histoire de la méthylation, donc je pense qu'on peut la corriger. Et l'histoire de la PLC-zeta, donc là, il faut passer par bypass, soit en utilisant des calcium ionophores. Et à mon avis, il y a une PLC-zeta qui va bientôt être sur le marché pour corriger ça. Merci, Monsef. C'est pour docteur Vincent Izard. Juste encore une question pour monsieur le docteur Vincent Izard. Rapidement, s'il te plaît. Rapidement, vous avez évoqué... Sinon René Friedman a une autre présentation au centre de Paris. Il va courir par la suite. Oui, vous avez évoqué les travaux de l'hôpital de Tenon en 2003. Et effectivement, le feu professeur Harvey, c'était le chef de service, organisait des DU andrologie avec tous les ans un colloque. Un forum international. Voilà, tout à fait. J'ai aidé à cadrer sa fille adoptive qui était feu Frédéric Hirsch. Voilà. Donc là, le problème, c'est que j'ai l'impression, 20 ans plus tard, on est au même point. À l'époque, il était acharné contre le problème d'andropause. Il parlait des féministes, excusez-moi, voilà. Donc, en gros, on continue la langue de bois autour de la question, c'est-à-dire sur après 60 ans, avant 60 ans. Lui, il était formel, comme quoi, si quelqu'un peut se rappeler ce qu'il pensait, lui, dans les forums internationaux. Voilà, c'est tout. On peut être plus explicite dans les prochains exposés. Voilà, Monsieur, on peut dire tout de Vincent Izard, sauf qu'il a la langue de bois. Non, pas lui. Non, loin de... Ah oui, ni l'un ni l'autre. J'ai l'impression, c'est-à-dire on n'a pas résolu encore
tous ces problèmes, c'est tout. Merci Non, beaucoup. la nouveauté, c'est que le corps entier peut amener de la testostérone. Hein, ça veut dire on va passer à la conférence Après la du nouveauté. professeur René Friedman.